Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines lanières sur la ville de Charleston ce soir-là, transformant les rues en miroirs sombres. Dans une voiture de patrouille, l'agent James Whitman, un policier blanc connu pour sa rigidité et son intolérance aux erreurs, serrait le volant avec nervosité. Son regard scrutait chaque passager, chaque véhicule, comme si la moindre imperfection justifiait une arrestation immédiate. Au détour d'une rue déserte, il aperçut une limousine noire à vitres teintées, immobilisée près d'un café fermé. Le conducteur, un homme d'un certain âge vêtu d'un costume impeccable, descendit pour ouvrir la portière arrière. Whitman, certain d'avoir reconnu une silhouette familière dans l'ombre, confondit immédiatement l'homme avec le gouverneur Marcus Holloway, un leader charismatique de la communauté noire. Sans réfléchir, Whitman sortit de sa voiture, arme à la main, et exigea que l'homme lève les mains. Les passants qui s'étaient attardés furent figés par la scène, un policier menaçant un citoyen à visage découvert en pleine nuit. « Vous êtes en état d'arrestation », cria Whitman, sa voix tremblante de tension. L'homme, calme, leva lentement les mains. « Je crois qu'il y a une erreur, officier, je suis le capitaine David Reynolds, pas le gouverneur. » Mais Whitman ne voulait rien entendre. Sa peur et ses préjugés avaient pris le dessus. Alors qu'il avançait pour menotter Reynolds, une série d'événements inattendus se produisit, le téléphone de Reynolds vibra. L'écran affichait un message du gouverneur lui-même, demandant au capitaine Reynolds de ne pas se rendre à un certain rendez-vous politique, et à ce moment précis, une voiture blindée apparut dans la rue, et le véritable gouverneur, entouré de sa sécurité, descendit pour intervenir. Whitman se figea. Ses yeux parcouraient la scène avec incrédulité, il avait presque arrêté le capitaine de la sécurité personnelle du gouverneur, et il venait de provoquer une confrontation qui pourrait lui coûter sa carrière, ou pire. Le silence pesant fut brisé par un simple regard du gouverneur Holloway, qui, avec une calme autorité, dit « Agent Whitman, vous venez de commettre une grave erreur, mais ce qui se passera maintenant dépendra de votre choix. » Dans ce bref instant, Whitman comprit que la situation n'était plus sous son contrôle, et que chaque décision à partir de maintenant pourrait déclencher des conséquences inimaginables pour lui, pour le capitaine Reynolds, et pour toute la ville. La pluie continuait de tomber sur Charleston, mais maintenant, chaque goutte semblait porter un poids de tension insupportable. L'agent James Whitman restait figé devant le capitaine David Reynolds, réalisant peu à peu l'ampleur de son erreur. Le froid et la peur se mêlaient dans son esprit. Arrêter le capitaine de la sécurité du gouverneur, c'était bien plus qu'un simple malentendu, c'était un désastre politique et personnel. Reynolds, calme et méthodique, observa Whitman avec un mélange de déception et de fermeté. « Officier Whitman, vous devez comprendre que votre comportement pourrait mettre en danger non seulement votre carrière, mais la sécurité de cette ville. » Whitman sentit son visage brûler de honte. Sa mâchoire tremblait, et son doigt restait crispé sur le déclencheur de son arme, comme s'il voulait se punir lui-même pour avoir agi si impulsivement. Les passants, curieux mais prudents, se tenaient à distance, certains filmant la scène avec leur téléphone. La situation risquait de devenir virale en quelques minutes. Soudain, le téléphone de Whitman vibra dans sa poche. C'était un message du chef de la police, connu pour son intransigeance. Whitman, rapport immédiat. La situation avec le capitaine Reynolds a été signalée. Préparez-vous à répondre de vos actes. Un frisson parcourut l'échine de Whitman. Il comprit qu'il venait de franchir une ligne invisible. Alors qu'il baissait enfin son arme, une silhouette familière s'approcha, le véritable gouverneur Marcus Holloway, accompagné de ses gardes, le visage marqué par la surprise et la colère. « Agent Whitman » dit Holloway, sa voix calme mais autoritaire, « vous venez presque de créer un incident diplomatique dans notre propre ville. Expliquez-vous. » Whitman balbutia, incapable de trouver des mots. La peur et la honte s'entremêlaient dans sa gorge. Il savait qu'aucune excuse ne suffirait à réparer ce qu'il avait fait. Mais Reynolds, en intervenant, posa une main ferme sur l'épaule du gouverneur. « Marcus, ce n'était pas intentionnel. » Whitman a agi par méprise,
mais nous devons maintenant contrôler la situation avant que les médias et les réseaux sociaux ne s'emparent de l'histoire. Whitman sentit une étrange combinaison de soulagement et de terreur. Il n'était plus seulement un policier faisant son travail, il était désormais au centre d'un scandale potentiel qui pourrait le détruire. Alors que les lumières de la ville se reflétaient sur l'asphalte trempé, Whitman comprit une chose avec une clarté glaciale, la véritable épreuve venait à peine de commencer. Le lendemain matin, Charleston semblait calme, mais sous cette apparente tranquillité, une tempête invisible se préparait. L'incident de la veille avait été filmé par plusieurs passants et partagé en ligne, déclenchant immédiatement une vague de commentaires furieux. Certains défendaient Whitman, d'autres dénonçaient l'arrogance et le racisme implicite de son action. La presse locale avait déjà commencé à titrer. Policier arrête par erreur le capitaine de la sécurité du gouverneur. Whitman, assis dans le bureau glacé du chef de la police, sentait la pression monter. Le chef, un homme au visage sévère mais juste, l'observait en silence. Chaque tic du policier trahissait son anxiété. « James » commença le chef, « vous comprenez que ce que vous avez fait ne peut rester impuni. Mais ce n'est pas seulement une question de discipline interne. Les élus, les médias, et la communauté attendent des explications. » Whitman baissa la tête, incapable de parler. Il savait qu'aucun mot ne pouvait effacer l'humiliation publique ni le danger auquel il venait d'exposer le gouverneur. Pendant ce temps, le capitaine Reynolds était déjà en réunion avec le gouverneur Holloway et ses conseillers. Marcus Holloway était furieux, mais sa colère était mesurée par sa volonté de protéger la ville et de ne pas créer de crise inutile. Ce policier agit sans réfléchir, mais nous devons agir intelligemment, déclara Holloway. Nous allons utiliser cet incident pour montrer que même la police la plus expérimentée doit respecter les règles et la dignité de chaque citoyen. Reynolds hocha la tête, mais une inquiétude persistait. Il connaissait Whitman, impulsif, tête brûlée, mais parfois capable d'actions imprévisibles qui pouvaient tout compliquer. À la police, Whitman reçut un ordre inattendu, il devait faire un rapport complet sur l'incident, mais également participer à une rencontre de médiation publique pour présenter ses excuses devant la communauté. L'idée de se retrouver sous le feu des caméras et des regards furieux lui donnait des sueurs froides. Alors qu'il quittait le bureau du chef, Whitman sentit un poids lourd sur ses épaules. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la soirée de la veille avait éveillé l'attention d'autres personnes, des politiciens ambitieux, des journalistes d'investigation, et même des criminels qui voyaient dans sa bévue une opportunité. Et, au loin, une silhouette observait la scène depuis l'ombre d'un immeuble, quelqu'un qui savait exactement comment transformer la peur et l'humiliation de Whitman en un jeu dangereux. La tempête venait à peine de commencer. Et Whitman allait bientôt découvrir que certaines erreurs ne s'arrêtent jamais à une simple correction, elles se propagent, et parfois, elles changent la vie des gens pour toujours. Les jours suivants, Charleston semblait paisible, mais pour Whitman, chaque moment était une torture. Les réseaux sociaux continuaient de ressasser son erreur, certains internautes allant jusqu'à partager son adresse et des détails de sa vie personnelle. Même ses collègues de la police le regardaient avec méfiance. Chaque couloir qu'il traversait au commissariat lui rappelait que sa réputation était désormais en lambeaux. Whitman essayait de se concentrer sur son rapport, mais l'angoisse le rongeait. Il savait que le chef de la police pouvait décider de le suspendre à tout moment, et le gouverneur Holloway, tout en restant calme et mesuré, avait le pouvoir de demander une enquête officielle sur ses actions. Pendant ce temps, le capitaine David Reynolds menait sa propre investigation interne. Il voulait comprendre pourquoi Whitman avait agi de manière aussi irréfléchie. Ses recherches révélèrent quelque chose d'inattendu. Whitman avait reçu, la veille de l'incident, plusieurs messages d'anonymes lui rappelant de « surveiller les personnalités influentes ». Reynolds fronça les sourcils, quelqu'un avait peut-être manipulé Whitman pour provoquer cet incident. Ce soir-là, alors que Whitman rentrait chez lui, il sentit une présence derrière lui. La pluie tombait encore, et les lampadaires projetaient des ombres inquiétantes sur le trottoir. Il se retourna et aperçut une silhouette encapuchonnée qui disparaissait dans une ruelle. Une note tomba à ses pieds. « Vous avez fait tomber le premier domino. Le prochain sera fatal. » La peur le paralysa. Pour la première fois, il comprit que l'erreur qu'il avait commise n'était pas seulement politique, mais dangereuse. Quelqu'un voulait qu'il paie,
ou qu'ils servent d'outil pour quelque chose de bien plus grand. De son côté, le gouverneur Holloway, informé de cette menace, convoqua Reynolds. « David » dit-il calmement, « je veux que vous surveilliez Whitman. Pas pour le punir, mais pour comprendre qui tire les ficelles derrière cette affaire. Et surtout, pour protéger la ville. » Reynolds acquiesça. Il savait que cette mission allait être délicate, Whitman était maintenant vulnérable, et les ennemis qui s'attaquaient à lui pouvaient bien viser des cibles beaucoup plus puissantes que le simple agent policier. Cette nuit-là, Whitman ne dormit pas. Les gouttes de pluie frappant sa fenêtre résonnaient comme des tambours annonçant une guerre imminente. Et dans l'ombre, des yeux le surveillaient, prêts à exploiter la moindre de ses faiblesses. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que la prochaine confrontation ne serait pas avec le gouverneur ou la police, mais avec des forces qu'il n'aurait jamais imaginées, et que tout Charleston allait en ressentir les conséquences. La ville de Charleston était plongée dans un calme trompeur. Les journaux parlaient de l'incident de Whitman comme d'une simple bavure policière, mais dans l'ombre, la situation s'aggravait à une vitesse alarmante. Whitman, toujours hanté par la note mystérieuse et la silhouette encapuchonnée, commençait à comprendre que quelqu'un orchestrait toute cette affaire depuis le début. Il se sentait traqué, comme un pion sur un échiquier dont il ne connaissait ni le joueur ni les règles. Cette nuit-là, alors qu'il patrouillait seul dans un quartier malfamé, une alerte radio retentit, un braquage violent était en cours dans une bijouterie du centre-ville. Whitman se précipita sur les lieux, mais à peine arrivé, il comprit que ce n'était pas un braquage ordinaire. Les cambrioleurs semblaient savoir exactement où ils se trouvaient, et chaque mouvement qu'ils faisaient était anticipé. Soudain, la porte arrière de la bijouterie claqua. Une silhouette surgit et le frappa violemment, le faisant tomber au sol. Whitman sentit un coup de poing lui couper le souffle. Quand il leva les yeux, il reconnut l'homme encapuchonné de la ruelle quelques nuits plus tôt. « Tu aurais dû rester à ta place, Whitman » murmura la voix grave derrière le masque. « Maintenant, tu es trop impliqué pour reculer. » Avant que Whitman puisse réagir, une lumière aveuglante jaillit derrière lui. Le capitaine Reynolds, accompagné d'une équipe de sécurité, entra en force, maîtrisant l'assaillant. Whitman se redressa, le souffle court, les mains tremblantes. « Merci, capitaine, je... » balbutia-t-il, mais Reynolds l'interrompit. « Ce n'est pas fini, James. Quelqu'un veut te punir pour ton erreur, mais ce n'est pas toi qu'ils veulent vraiment. Ils veulent Holloway. Et toi, tu es devenu un pion. » Whitman sentit un frisson glacé le parcourir. Il réalisa que l'incident avec le gouverneur n'était qu'un début, un déclencheur pour une série d'événements orchestrés par des forces puissantes. Le gouverneur Holloway, informé de l'attaque, convoqua Whitman et Reynolds à la résidence officielle. La tension était palpable. Holloway, visage fermé, déclara. « Whitman, tu as fait une erreur grave. Mais maintenant, tu as une chance de réparer, si tu es prêt à faire ce qui est nécessaire. Ces gens ne reculeront pas. Et si nous échouons, Charleston paiera le prix fort. » Whitman sentit le poids de la responsabilité tomber sur ses épaules. Il comprit que la ville, le gouverneur, et même sa propre vie étaient désormais liés à une intrigue bien plus dangereuse qu'une simple erreur policière. Et dans les ténèbres, ceux qui tiraient les ficelles souriaient, sachant que leur piège venait de se refermer. Les jours suivants furent les plus tendus de la carrière de James Whitman. Chaque mouvement était surveillé, chaque décision scrutée. La ville semblait calme, mais Whitman savait que l'orage approchait. Les messages anonymes, les menaces silencieuses, tout cela n'était pas un hasard, quelqu'un manipulait les événements pour atteindre le gouverneur Holloway. Le capitaine Reynolds coordonnait les opérations depuis l'ombre, utilisant ses contacts et ses compétences pour protéger Whitman tout en enquêtant sur les instigateurs. Les indices les conduisirent à un cercle restreint de politiciens corrompus et de criminels liés à des intérêts financiers puissants. Leur plan était simple et cruel, créer un chaos médiatique autour de Whitman pour discréditer Holloway et affaiblir sa position politique. La confrontation finale se déroula dans un entrepôt abandonné près du port. Whitman, accompagné de Reynolds et de la sécurité du gouverneur, fit face aux conspirateurs. L'air était chargé de tension, la lumière des projecteurs révélant des visages déterminés et menaçants. « James Whitman » dit un des conspirateurs,
un politicien influent, tu as cru arrêter le gouverneur par erreur, mais en réalité, tu as servi nos desseins. Whitman sentit une rage froide monter en lui. Vous avez manipulé mes actions. Vous avez joué avec ma vie et celle des autres. Avant que les conspirateurs ne puissent réagir, le gouverneur Holloway fit son entrée, accompagné de policiers fédéraux et d'agents de sécurité. Sa présence imposante calma immédiatement la tension. Cette ville n'est pas à vendre, déclara Holloway, sa voix résonnant dans le hangar. Et ceux qui pensent pouvoir semer le chaos en manipulant les autres, seront arrêtés et jugés. Un à un, les conspirateurs furent neutralisés et remis aux autorités. Whitman, essoufflé mais soulagé, réalisa que sa vie venait de basculer. Il avait été un pion, mais il avait également appris l'importance de réfléchir avant d'agir, et surtout, de ne jamais sous-estimer ce qu'il jugeait superficiellement. Holloway posa une main sur son épaule. James, tu as fait une erreur. Mais tu as aussi eu le courage de te tenir debout quand cela comptait le plus. N'oublie jamais cela. Whitman acquiesça, conscient que cette nuit-là, il avait frôlé le désastre, mais qu'il en était sorti grandi. Charleston, quant à elle, avait été témoin non seulement d'une bavure policière, mais aussi d'une leçon de courage, de justice et de responsabilité. Alors que la pluie se remettait à tomber, Whitman contempla la ville depuis les quais. Il savait que rien ne serait jamais comme avant, mais il sentait pour la première fois depuis longtemps un étrange sentiment de paix. La tempête était passée. Les erreurs avaient été confrontées, et la vérité avait triomphé.